Le Texas n'est pas seulement connu pour ses espaces infinis, sa nature unique et son soleil brûlant. Parfois, cet État devient le théâtre de disparitions mystérieuses et inexplicables qui laissent beaucoup de questions sans réponse. Aujourd'hui, nous continuons à raconter l'histoire de personnes qui ont disparu sous les yeux de leurs amis et de leurs familles dans des endroits connus et populaires du Texas. Octobre 2004, Parc national de Big Bend, mai 1999, Montagne Davis, et juin 1992, Parc Garner. Qu'est-ce qui relie ces cas, à part le fait que les personnes ont disparu sans laisser de traces? En octobre 2004, un groupe de 5 étudiants de l'université d'Austin a décidé de passer ses vacances dans le parc national Big Bend, situé dans le sud-ouest du Texas. Célèbre pour ses canyons majestueux, ses vastes étendues désertiques et ses légendaires feux mystérieux qui scintillent la nuit à l'horizon, Big Bend attire souvent les amateurs d'histoires insolites et de vacances isolées. Les étudiants rêvaient donc depuis longtemps de passer quelques jours là-bas, de camper, d'explorer les sentiers peu fréquentés et, bien sûr, d'essayer de voir par eux-mêmes ces fameuses lumières dont tant de rumeurs circulaient. Arrivés tard dans la soirée à bord de 2 voitures, les jeunes ont choisi un parking semi-abandonné au pied d'une petite colline, où seuls quelques touristes s'arrêtaient. Le temps était frais, car nous étions déjà en octobre, et le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances chaudes. Après avoir monté leur tente et allumé un modeste feu de camp, l'un d'eux, Robert Hayes, âgé de 20 ans, déclara qu'il rêvait de voir l'une de ces lumières mystérieuses. Les autres haussèrent prompt les épaules. Pourquoi apparaîtrait Dampodel justement aujourd'hui? Mais Robert était enthousiaste. La première nuit, alors que tout le monde était assis autour du feu, discutant tranquillement et préparant le dîner, une lueur apparut soudainement au sommet de la colline voisine, semblable à une boule de lumière translucide qui scintillait légèrement. Cela attira instantanément l'attention de tout le groupe. Personne ne s'attendait à ce que la légende se manifeste si près d'eux. La lumière n'était pas très vive, mais suffisamment claire pour susciter l'étonnement général. Pendant une seconde, tout le monde resta assis dans un silence perplexe. Puis, Robert se leva d'un bond, attrapa une lampe de poche et ordonna « Les gars, je vais voir ce que c'est. » Ses amis tentèrent de l'en dissuader. « Attends, on ira voir demain matin, il fait nuit. » Mais il était trop enthousiaste. Finalement, personne ne l'a retenu. Robert est parti rapidement et a disparu dans les buissons. Les autres, Sarah, Miguel, Johan et Pete, l'ont seulement vu grimper en direction de la lumière. Selon Sarah, le feu brillait de manière stable, puis s'intensifiait, puis s'éteignait, et soudain, Robert était déjà au sommet. Nous pouvions voir sa silhouette éclairée par la lune. Il s'est arrêté, comme s'il regardait quelque part sur le côté. Et puis, cette lumière s'est éteinte. Peut-être s'est-elle éteinte en une fraction de seconde, et Robert a disparu avec elle. Ses amis ne voyaient plus ni son ombre, ni ses mouvements. Miguel a crié « Hé, Robert, tout va bien ?» Pas de réponse. Pensant que le garçon s'était simplement laissé emporter ou avait trébuché, ils ont attendu quelques minutes, puis l'ont appelé à nouveau. Personne ne sortit de derrière la colline. Ils prirent alors leurs lampes et montèrent tous ensemble au sommet. Mais après quelques minutes, ils comprirent qu'il n'était pas là. Cette nuit-là, les amis fouillèrent les environs. La colline n'était pas très escarpée. Le sommet était dégagé. Il n'y avait que de petits buissons autour. Il n'aurait pas été difficile de trouver quelqu'un qui était simplement tombé, mais il n'y avait aucun signe de présence humaine. Ils ont appelé encore et encore. « Robert, réponds !» Mais seul le silence,
interrompu par le vent nocturne, leur répondait. Aucune trace de lutte, aucun objet appartenant au jeune homme sur le sol. Tout était propre. Finalement, lorsqu'il devint évident que la situation était grave, Miguel retourna à la voiture et se rendit au ranger le plus proche. Il y a peu de postes de ce type à Big Bend, mais vers minuit, 2 employés du parc arrivèrent tôt sur les lieux. Ils ont inspecté les lieux à la lumière des lampes, ont essayé d'appeler Robert et ont demandé aux jeunes de leur raconter ce qu'ils avaient vu, mais sans résultat. Au matin, à l'aube, une équipe supplémentaire de bénévoles et de rangers a été organisée dans le parc pour commencer une recherche systématique. Pendant 2 jours, les gens ont ratissé les environs de la colline, sont descendus vers le lit d'un ruisseau asséché, se sont enfoncés dans de rares bosquets, ont fouillé les corniches rocheuses. Le Big Bend n'est pas aussi dense qu'une forêt, mais les rochers et les zones désertiques peuvent cacher des ravins et des crevasses. Cependant, aucune trace de Robert Hayes, aucune empreinte de pas, aucun vêtement, aucun sac à dos. Il avait un petit sac à dos qu'il avait mis avant de partir. Les chiens, appelés le 3e jour, couraient nerveusement, prenaient parfois la piste près du campement, mais la perdaient ensuite au pied de la colline. Ce qui était surprenant, c'est que la zone était assez dégagée, des collines avec une végétation relativement clairsemée, et si quelqu'un s'était simplement promené là, il aurait probablement été facilement repéré depuis les hauteurs les plus proches. Mais tout fut vain. La sœur de Robert, arrivée 2 jours plus tard d'Austin, pleurait devant l'inimaginable. Comment était-il possible qu'en 1 minute, un homme visible au sommet ait disparu sans laisser de traces, sans bruit ni agitation? Pendant que les sauveteurs se creusaient à la tête, les jours passaient et le moindre indice ne se présentait pas. Et puis, 1 semaine plus tard, des touristes locaux qui se promenaient à 2 kilomètres au nord-ouest du campement ont trouvé le journal de Robert au sommet d'une falaise abrupte. C'était un carnet relié qu'il emportait souvent avec lui pour prendre des notes et faire des croquis. Il est étonnant que l'endroit où il a été trouvé soit considéré comme pratiquement inaccessible, sans compétence en escalade. Il fallait un équipement spécial pour y monter et aucun sentier officiel n'y menait. Le journal était posé soigneusement, comme s'il avait été placé là exprès, sur une corniche plate qui ne mesurait que quelques mètres. Les rangers arrivés sur place ont pris le risque de monter à l'aide de cordes et ont vérifié que le journal appartenait bien aux disparus. Il n'y avait aucune trace de Robert ni aucun autre objet sur la corniche. L'examen interne du cahier ne révéla aucune note récente. Les pages semblaient se terminer par des notes sur les plans du voyage. Il n'y avait aucune mention d'une « lumière étrange » ou de quoi que ce soit de similaire. Cette découverte a encore plus déconcerté tous les participants aux 2 recherches. Comment le journal avait-il pu se retrouver sur un précipice difficile d'accès, à plusieurs kilomètres du lieu de la disparition? Et surtout, comment Robert avait-il pu s'y rendre? Même s'il avait pu, il aurait difficilement laissé son journal ainsi et reparti sans rien emporter. Il était évident qu'il s'agissait de quelque chose d'inexplicable. La police a toutefois rédigé un rapport laconique. L'appartenance du carnet aux disparus a été confirmée par les notes. Sa localisation reste inconnue. L'enquête n'a révélé aucune autre piste. Des rumeurs ont couru, selon lesquelles quelqu'un aurait délibérément placé le journal, ou que Robert lui-même l'aurait laissé là comme un signe, mais rien dans le journal n'indiquait une telle intention. La version de l'accident, bien que logique, était difficile à accepter. Pourquoi aurait-il grimpé sur un tel rocher, seul et sans équipement? La version criminelle n'était pas non plus corroborée par des preuves. Aucun crime n'avait été signalé dans le parc à cette période, et aucune trace de lutte n'avait été trouvée sur le lieu du campement. Ses amis insistaient sur le fait qu'il avait disparu, au moment même où la lumière s'était éteinte. Soit c'était une coïncidence,
soit il s'agissait d'un phénomène inexplicable. Certains ont évoqué les lumières si mystiques de Big Ben, qui, selon les légendes locales, apparaissent dans l'eau parfois la nuit et font perdre leur chemin aux gens. Mais cela s'est produit le premier soir, alors que le groupe n'avait pas encore eu le temps de s'installer. Ainsi, des années plus tard, la disparition de Robert Hayes, âgé de 20 ans, en octobre 2004, et la découverte étrange de son journal intime sur une falaise inaccessible est devenue l'un des mystères locaux. Sa famille s'est résignée à l'idée que son fils n'était probablement plus en vie, car aucune nouvelle n'avait été donnée. La police du comté a clos l'enquête, classant l'affaire comme « disparition dans des circonstances inconnues ». De nombreuses questions sont restées sans réponse. Où a disparu le jeune homme qui, une seconde auparavant, était encore visible au sommet? Comment son journal a-t-il atterri à un endroit inaccessible sans compétence en escalade? Et quel est le lien avec la mystérieuse lumière au-dessus de la colline? En mai 1989, Edward Brooks, photographe naturaliste de 35 ans, s'est rendu au mont Davis, le point culminant de l'État du Texas, afin de prendre des photos uniques du coucher de soleil. Connu dans les cercles de paysagistes pour sa persévérance et son talent à trouver des angles inhabituels, il aimait travailler seul. Selon lui, la solitude lui permettait de se concentrer sur la nature. Ceux qui le connaissaient n'étaient même pas surpris qu'il veuille s'y rendre seul, même si les montagnes Davis ne sont pas réputées pour être extrêmement dangereuses. Elles exigent tout de même de la prudence en raison de leurs pentes raides et de leurs vents violents. Edward avait prévu de prendre une série de photos du ciel au coucher du soleil, de passer la nuit dans un campement au pied de la montagne et de retourner à la civilisation le lendemain. D'après les notes trouvées dans son carnet, qui a été retrouvé plus tard dans sa voiture, Edward avait l'intention de gravir le sommet dans l'après-midi, de profiter de la haute lumière dorée, du soleil couchant et de redescendre avant la tombée de la nuit. Le temps était clair et relativement chaud ce jour-là, sans aucune alerte météo. Tout semblait sûr. Personne ne s'attendait à un accident, car il avait déjà été dans les montagnes Davis et connaissait les sentiers. Lorsque, le dimanche 16 mai, il ne s'est pas présenté à sa voiture garée sur le parking, des bénévoles qui se trouvaient également dans la région montagneuse ont commencé à s'inquiéter. Les affaires d'Edward se trouvaient dans le coffre, des provisions, des vêtements chauds. Il n'avait emporté que son appareil photo et un sac à dos léger. En remontant le sentier vers le sommet, les bénévoles ne l'ont trouvé ni sur le chemin, ni au point de vue stratégique. En chemin, ils ont rencontré d'autres touristes qui se sont souvenus avoir vu un homme seul avec un gros appareil photo, vers midi. Il marchait d'un pas assez vif et saluait poliment. Personne n'avait remarqué chez lui de signes de trouble ou de problème. Vers le soir, des gardes forestiers sont arrivés sur place et ont commencé à envoyer des messages radio aux autres touristes. Quelqu'un a-t-il vu un photographe avec un sac à dos? Rien. Le lendemain matin, les recherches moitié ce soir ont été intensifiées. Plusieurs groupes ont parcouru les haltes et les sentiers, des chiens ont été appelés, mais les chiens n'ont pas réussi à suivre sa trace dans la zone du sommet, peut-être à cause du vent et du sol rocailleux qui ont effacé les odeurs. La région autour du mont Davis est assez ouverte, avec des falaises abruptes, mais aussi des zones plus plates. Les gardes forestiers ont déclaré « S'il avait fait un faux pas et était tombé, nous aurions trouvé des indices, des morceaux de vêtements. L'appareil photo aurait dû se briser, quelque chose. » Mais toutes les recherches ont été vaines. Le deuxième jour des recherches, alors que l'hélicoptère survolait le sommet, le pilote a remarqué de loin quelque chose qui brillait au bord du plateau rocheux. 2 sauveteurs ont été déposés et ont inspecté l'endroit. Il s'agissait d'un sac à dos
et d'un appareil photo, posé sur une corniche plate près d'une petite crevasse. Mais ni Edward, ni ses vêtements, ni aucune trace de lutte ou de sang. À l'intérieur du sac à dos, il y avait des objectifs supplémentaires, une pellicule de rechange, un carnet avec des notes succinctes sur la lumière et l'exposition, mais aucune mention de ce qui avait pu se passer. On aurait dit qu'Edward avait rangé ses affaires avec soin ou qu'elles avaient été soigneusement repliées. Le cache de l'objectif gisait sur une pierre à proximité, comme s'il avait été retiré à la hâte. L'appareil photo trouvé près du sac à dos contenait une pellicule à développer. Plus précisément, il était sur la dernière image, la pellicule vide ayant déjà été rembobinée. Dans la pièce sombre où les sauveteurs avaient emporté l'appareil photo, ils retirèrent soigneusement la pellicule. Il était étonnant que toutes les photos précédentes aient capturé des vues fragmentaires du mont Davis, des paysages à couper le souffle, le coucher du soleil, la plaine déserte en contrebas. Mais sur la dernière image, on pouvait voir un regard effrayé, presque méconnaissable. C'était le visage d'Edward lui-même, comme s'il avait tourné la caméra et appuyé sur le déclencheur, au moment même où l'image était floue, mais on pouvait clairement voir ses yeux écarquillés et la peur déformant son visage, ainsi que quelque chose de flou derrière son épaule. On aurait dit qu'il essayait de filmer quelque chose derrière lui, mais l'objectif l'avait finalement capturé en mouvement. Ni la cause de sa peur, ni quoi que ce soit de concret derrière lui n'ont pu être identifiés, seulement des contours flous ressemblant à des saillies rocheuses ou à une ombre. Cette découverte suggérait clairement qu'il s'était passé quelque chose au dernier moment. La police ne pouvait pas en dire plus. Pas de sang, pas de traces de lutte, pas de vêtements déchirés. Il n'y avait pas non plus d'inscription sur le rebord rocheux indiquant où il avait pu aller. Les jours suivants, les recherches se sont poursuivies. Les zones autour du sommet et des crevasses ont été minutieusement fouillées. Des plongeurs ont même inspecté les plans d'eau à proximité, même s'il y avait peu de chances qu'il s'y soit retrouvé. Mais tout cela en vain. Le vent et le soleil effaçaient rapidement les indices potentiels, et le relief pouvait cacher de petites fissures dans les falaises abruptes. Les Rangers, s'adressant aux journalistes, ont déclaré qu'il s'agissait de l'un des épisodes les plus étranges. Généralement, lorsqu'une personne fait une chute, il reste des traces de la chute, des fragments d'équipement, du sang, et le corps est retrouvé tôt ou tard. Mais ici, le sommet du mont Davis est assez fréquenté, et après une semaine de recherche, rien d'autre que l'appareil photo n'a été retrouvé. Les proches d'Edward, après avoir vu la dernière photo, ont été choqués. Son visage était resté sur le négatif. La police a déclaré qu'il était impossible de déterminer la cause de la peur, qu'il n'était pas clair si quelqu'un ou quelque chose se trouvait là. Peut-être s'agit-il d'un jeu de lumière accidentel. Après un examen minutieux des négatifs, les experts ont remarqué que la tache floue à l'arrière pouvait être l'ombre d'un rocher ou d'un nuage, difficile à dire. Certains membres de la communauté, passionnés par le thème des disparitions mystérieuses, ont cité cette photo comme exemple de phénomène fantomatique ou anormal. Mais des chercheurs rationnels ont indiqué qu'Edward avait simplement pu trébucher, être effrayé par un serpent ou le vent, appuyer accidentellement sur le déclencheur et tomber. Cependant, en plus de 25 ans, le corps n'a pas été retrouvé. En résumé, le bilan est trop triste. Edward Brooks n'est donc jamais revenu et la cause présumée de sa disparition n'a pas été établie. Officiellement, l'affaire a été classée comme disparition dans des circonstances inexpliquées, sans hypothèse criminelle. Pour son entourage, cela semblait étrange. C'était un randonneur expérimenté. Il connaissait bien les montagnes Davis, avait fait de nombreuses excursions dans d'autres parcs et n'était pas connu pour son imprudence. S'il était tombé, on aurait probablement pu retrouver des traces de sa chute, et s'il s'était perdu, il aurait pu donner l'alerte, mais tout indique qu'il a rencontré quelque chose au sommet,
qui l'a terrifié, puis il a disparu. Richard Holt, un habitant de San Antonio, âgé de 27 ans, s'est rendu au parc national Garner le 11 juin 1992 avec 2 amis, Tom et Greg. Ce parc était connu au Texas pour ses collines pittoresques, ses forêts de chênes et de cèdres, et la rivière Rio Frio, qui coule à travers des canyons sinueux. Ce jour-là, le groupe avait prévu une randonnée facile pour s'éloigner du bruit de la ville et profiter des paysages estivaux. Selon Tom, le temps était parfaitement clair. Il n'y avait aucun signe de pluie et la température avoisinait les 30 degrés Celsius. Ils sont arrivés tôt le matin, ont laissé leur voiture sur le parking à l'entrée et ont emprunté le sentier officiel qui longe le ruisseau, où les randonneurs s'arrêtent généralement pour admirer l'eau ou se rafraîchir. Vers midi, un peu fatigués par la montée sur les collines rocheuses, les amis ont décidé de faire une pause près du ruisseau qui coulait dans un lit rocailleux. Le paysage était magnifique, des collines, des bosquets de cèdres, et non loin de là, une crête rocheuse que les touristes aimèrent photographier. Richard sortit des sandwichs, proposa de manger un morceau, puis dit qu'il aimerait aller voir ce rocher plus haut. Greg lui demanda s'il n'était pas trop fatigué, mais Richard se contenta de sourire. « Ça va, je reviens dans 2 minutes, je vais prendre quelques photos. » Lorsque Richard s'éloigna de quelques centaines de mètres sur le sentier, Tom et Greg restèrent en bas, finissant leur casse-croûte et profitant de la vue sur l'eau qui bouillonnait dans les rapides peu profonds. Soudain, ils entendirent un bruit étrange. Greg le décrivit comme un cri étouffé ou peut-être un appel provenant de la direction où Richard était parti. Le son fut bref et sec, puis un silence de mort s'installa. Les 2 amis se mirent en alerte, craignant que Richard soit tombé ou ait été effrayé par quelque chose. Ils l'appelèrent en main, mais il ne répondit pas. Inquiets, ils laissèrent leur sac à dos et remontèrent le sentier. À leur grande surprise, après avoir gravi une petite montée pendant quelques minutes, ils ne trouvèrent pas Richard. Le sentier longeait une pente légèrement surélevée, sans forêt dense, et le terrain semblait relativement dégagé. On voyait pratiquement tout, il n'y avait nulle part où se cacher, se souvint plus tard Greg. Cependant, ils ne virent donc ni personne, ni trace de lutte, rien. Arrivés au rocher que Richard voulait voir, ils l'appelèrent à nouveau et s'avancèrent un peu au-delà du rebord. Rien. Il semblait impossible de disparaître. Il n'y avait pas de précipice où l'on pouvait tomber. La rivière restait en contrebas. Au début, ses amis ont pensé qu'il plaisantait, qu'il se cachait derrière un buisson. Mais 10 minutes, puis 15 minutes passèrent, en vain. Comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une blague, Tom et Greg redescendirent vers le ruisseau où ils avaient mal laissé leur sac à dos, espérant que Richard soit revenu. Mais il n'était pas là. Ils se sont alors précipités vers la zone la plus proche où ils avaient vu d'autres touristes et ont demandé de l'aide. Le même jour, vers 3 heures de l'après-midi, l'alerte a été donnée dans le parc. Un garde forestier est arrivé sur place, a écouté l'histoire et a invité un groupe de bénévoles à effectuer une première fouille de la zone. Que pouvait-il bien se passer en plein jour, par une journée claire, dans un endroit aussi dégagé? Tout semblait indiquer que Richard avait littéralement disparu, en l'espace d'1 minute. Le soir, les agents du shérif sont arrivés pour enregistrer officiellement la disparition. Une vingtaine de personnes se sont rassemblées, des employés du parc, des bénévoles, des touristes. Ils se sont répartis en groupes et ont fouillé la crête, les mêmes corniches toutes rocheuses, les buissons. Peu après, 2 maîtres chiens avec leurs chiens ont été appelés sur place, mais ils ne sont arrivés que vers la nuit. Mais sans résultat, les chiens ont reniflé l'odeur de Richard sur ses affaires dans la voiture, se sont rendus à l'endroit où les garçons avaient déjeuné, ont suivi la piste, et, selon les cynophiles,
l'ont perdu littéralement 20 à 30 mètres après la montée, comme s'il avait disparu à l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Les jours suivants, les opérations de recherche ont pris de l'ampleur. Même un petit groupe de sauveteurs équipés d'un hélicoptère s'est joint à la recherche, survolant les sommets et les crevasses. Garner est un parc assez fréquenté, et cette disparition a fait beaucoup de bruit parmi les habitants. Il semblait qu'il suffirait d'examiner attentivement la pente pour trouver au moins quelques indices, des vêtements, un appareil photo ou des traces indiquant qu'il avait glissé. Mais rien n'a été trouvé. Les jours passaient, la chaleur était étouffante. Les experts affirmaient que si Richard avait perdu connaissance quelque part, tôt ou tard, il serait retrouvé ou répondrait aux appels. Mais tout restait silencieux. Au 5e jour des recherches, alors que l'enthousiasme des participants diminuait considérablement, seuls quelques éléments étranges ont été découverts. Un touriste qui se promenait seul dans cette partie reculée du parc à ce moment-là affirmait avoir vu un homme ressemblant à Richard, vêtu d'un t-shirt blanc et d'un short foncé, descendant un ravin rocailleux vers le coucher du soleil, le premier jour de sa disparition. Mais ce témoin n'avait pas pu identifier clairement son visage. La zone où il aurait vu la silhouette a été fouillée, mais sans résultat. Personne d'autre n'a fait de déclaration similaire. Une semaine plus tard, les autorités ont officiellement déclaré qu'elles ne voyaient aucune perspective de mener des recherches à grande échelle. Les chances de retrouver Richard vivant diminuaient de jour en jour. Ses amis et sa famille ont continué leurs recherches privées pendant quelque temps, mais elles sont restées vaines. Aucun vêtement, aucun sac à dos, aucune carte, aucun portefeuille. C'était comme si tout était resté dans la voiture, à l'exception de ce qu'il avait sur lui. La police a interrogé Tom et Greg sur d'éventuels conflits qui auraient pu pousser Richard à disparaître. Tous deux ont juré qu'il aimait la vie et n'avait pas de dette. Il s'était simplement éloigné pour regarder la falaise et avait disparu. De nombreuses années ont passé depuis. Pour la police locale, c'est l'un de ces cas non résolus où une personne a apparemment disparu en terrain découvert par une journée claire, sans qu'aucune hypothèse plausible ne puisse être avancée. Finalement, les rapports officiels ont été classés avec la mention « disparu sans laisser de traces, cause inconnue ». Selon les gardes forestiers, ni les loups ni les pumas n'attaquent les humains dans cette région. Cependant, les traces d'un grand prédateur laissant souvent des indices, des morceaux de vêtements, du sang. Un crime? Personne n'a vu de personne suspecte. Il n'a pas pu tomber dans un précipice. Il n'y a pas de falaise bleue profonde à cet endroit. Ses proches vivent sans corps, à enterrer, sans savoir ce qui s'est passé le 11 juin 1992 sur le versant ensoleillé du sentier des Pinnacles. Les 3 affaires sont restées non élucidées. La police, les sauveteurs et les familles des disparus tentent depuis de nombreuses années de trouver des explications, mais en vain. Ces incidents sont-ils simplement des coïncidences tragiques? Ou y a-t-il quelque chose de plus derrière tout cela? Que s'est-il réellement passé avec Robert, Edward et Richard dans ces endroits où il semble impossible de disparaître? Si vous avez aimé ces histoires, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner à la chaîne et à partager vos versions dans les commentaires. Peut-être que votre hypothèse aidera à élucider ces mystérieuses disparitions. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et soyez prudents lorsque vous partez à la découverte des coins sauvages de notre monde étonnant et parfois si mystérieux.